Donc j'invite parmi nous Madame Kalima Farah, qui est experte au comité permanent des brevets de l'Organisation mondiale de la propriété intellectuelle. Elle est directeur brevet d'invention et d'innovation technologique à l'Empik. Son parcours est un parcours d'ingénieur, ingénieur en électricité et électrotechnique et ancien directeur technique de l'unité industrielle au Maroc, Société Profil, durant beaucoup d'années, on va pas dire toutes les années. Et pour avoir déjà collaboré, elle a la notion de propriété intellectuelle dans son ADN et elle veut le faire avec l'écosystème pour l'avoir déjà monté des choses à l'université. Toutes les antennes TISC avec nous, professeur Omar Tanan, qui suit aussi de près tout ce qui est propriété intellectuelle au niveau de la faculté des sciences linguistiques. Et c'est ce qu'on veut, mettre ces mécanismes au niveau de nos centres de la recherche et de l'innovation. Donc on remercie déjà l'Empik parce que vous avez permis à tous les mentors qui sont sur place de participer à une formation qui est à distance, mais qui était dispensée par l'Organisation mondiale de la propriété intellectuelle de Genève. Et elle avait l'avantage d'être certifiante. Ma connaissance est toujours en cours parce qu'elle n'est pas encore bouclée. Et c'est ce mindset, je veux dire, on fait sa thèse, on fait de la recherche, mais parfois le réflexe de publier, il faut réfléchir à deux fois et de voir est-ce que ce travail ne mérite pas d'être breveté avant de faire des publications. Ça fait déjà des années qu'on essaie d'appliquer ça, mais ce n'est pas encore bien huilé, ce n'est pas encore bien rodé. Et on est heureux de vous avoir aujourd'hui parmi nous, Kalima Farah, et au nom du CM6 et de l'Empik. Je vous invite à revenir un petit peu votre vision par rapport au thème de panel. Merci. Merci, cher ami professeur Iqtiani, merci pour cette invitation. Je n'ai pas préparé de présentation parce que j'ai compris que c'était une table ronde. Donc en fin de compte, on a rendu table ronde. Et le mot est très bien. Donc je vais traiter la thématique de ce panel et anticiper un peu sur le troisième panel qui traite de la propriété intellectuelle. D'ailleurs, à travers les présentations, les mots d'ouverture et les présentations de cette matinée, on voit que l'innovation et le transfert technologique sont deux concepts étroitement liés. Et ils jouent un rôle essentiel dans le développement économique et social. On a compris qu'ils concernent les créations, l'adoption, la diffusion des nouvelles idées, des nouvelles connaissances, de nouvelles technologies dans différents domaines, tels que la science, l'industrie, la santé, l'éducation et bien d'autres. La thématique du premier panel est de traiter le point innovation, transfert de technologie, quel enjeu? Moi je dis les enjeux de l'innovation, transfert technologique, ils sont multiples et interconnectés, ils sont liés, ils sont interconnectés. Ces enjeux, ils touchent, moi je pense premièrement à la compétitivité économique en permettant aux entreprises d'améliorer leur production, de développer de nouveaux produits et services, d'explorer de nouveaux marchés, de renforcer leur compétitivité concurrentielle. D'ailleurs, les pays qui favorisent la culture innovation et renforcent le transfert de technologie, encouragent le transfert de technologie, sont en général les plus compétitifs sur la scène économique internationale. Ces enjeux touchent aussi au développement durable en aidant à résoudre les enjeux environnementaux et sociaux que notre monde confronte. Tout d'abord, en permettant à des nouvelles technologies propres à se développer, en
les énergies renouvelables, à gérer les ressources naturelles d'une façon durable. Ces enjeux touchent aussi à la croissance, en stimulant la création d'emplois, en encourageant l'entrepreneuriat et les investissements. Ces enjeux touchent à la coopération, comme vous le savez tous, l'innovation et le transfert de technologie nécessitent essentiellement la collaboration et la coopération au niveau national et international entre les universités, centres de recherche, gouvernements, organisations internationales. Et il touche également la propriété intellectuelle. D'ailleurs, la protection de la propriété intellectuelle, c'est un enjeu majeur dans le domaine d'innovation et de transfert de technologie. Les entreprises, les inventeurs, ils ont besoin d'une garantie pour protéger leur investissement en recherche et développement. Et aussi pour les inciter à partager ces connaissances et leur technologie. Moi je dis une gestion efficace de ces enjeux peut contribuer à créer un environnement propice à l'innovation, au transfert technologique et bien sûr à créer de la valeur et de la richesse. Moi ce matin je vais m'attarder sur un enjeu qui est la propriété intellectuelle. Donc en termes en termes d'environnement et outils de protection de l'innovation intellectuelle. Concernant l'environnement de l'API, l'environnement lié à la propriété intellectuelle, et selon l'indice international de la propriété intellectuelle établi par la Chambre de commerce américaine, le Maroc garde une place intéressante qui est la 22e place sur 55 économies évaluées. En conservant, avec cette place, il conserve sa place de leader en Afrique et au monde arabe, et sa deuxième place dans la région MENA. Cet indice, qu'est-ce qu'il évalue? Il évalue le niveau de protection de la propriété intellectuelle au Maroc, il évolue la réglementation et il évolue aussi, comment dirais-je, les normes, le niveau de la conformité des normes internationales, la conformité des normes internationales en matière de nos lois. Donc, avec ce classement, s'il témoigne, d'une chose, c'est qu'on a un environnement propice à la propriété. On a un environnement, on est très bien placé, l'environnement, elle est là. Concernant l'innovation, donc l'environnement, on a vu que c'est un environnement favorable, propice. Concernant l'innovation, et selon l'indice mondial de l'innovation, le Global Innovation Index, que tout le monde connaît, donc les académiciens, tout le monde connaissent cet indice, le Maroc en 2022 a gagné énormément de places. Et il est classé à la 67e place sur 132 économies évaluées, en gagnant 10 places par rapport à l'année 2021. Cependant, il reste énormément d'améliorations à faire, surtout en matière de relations entre l'université et l'industrie. Ça, c'est le point noir, et ça, c'est l'indice où le Maroc, il est très mal classé. On est classé à la 98e place sur cet indice. Donc, il nous handicape on doit vraiment travailler cet indice pour l'améliorer. Dans ce sens, l'OMPIC a multiplié les initiatives et les programmes pour créer un environnement favorable et un écosystème favorable à l'innovation et au transfert de technologies, notamment
avec la mise en place d'un cadre légal qui répond aux plus hauts standards internationaux en matière de protection de l'API, des programmes d'accompagnement des acteurs de l'innovation, notamment les universités et les centres de recherche, pour la mise en place d'une politique pays avec sa bonne application. Il a essayé de générer la mise en place des offices de transfert de technologie, les TTO, pour la valorisation et la commercialisation des brevets et l'identification du potentiel commercial de ces brevets. Il a mis en place des prestations à valeur ajoutée fondées sur l'information brevet, comme la liberté d'exploitation. Actuellement, beaucoup de boîtes pharmaceutiques utilisent cette prestation. Avant d'investir ou payer des royalties, on voit tout d'abord parce que beaucoup d'entreprises bancaires sont en train de payer des royalties pour des droits déchus ou non protégés au Maroc. Donc voilà, c'est des prestations à valeur ajoutée qui exploitent l'information brevet et la mettent à la disposition des opérateurs économiques. Des actions en matière de formation sur les brevets, sur l'API en général et sur les brevets surtout, notamment en matière de rédaction de brevets, et aussi des actions de promotion de la culture de l'API et l'incitation à son utilisation au sein des opérateurs économiques et surtout les universités et les entreprises. Voilà donc que récemment l'OMPIC a lancé une nouvelle plateforme, à mon sens, qui va contribuer énormément à booster le transfert de technologie, à faciliter la relation entre université et entreprise et industrie, et par la suite, je pense qu'il va améliorer le classement du Maroc sur cet indice qui nous handicape, qui est la relation université-entreprise sur le domaine de la R&D. Il s'agit de la plateforme NP Marketplace. Avec le lancement de cette plateforme, c'est une plateforme conçue pour la commercialisation et la valorisation des brevets et une banque de projets innovants libres d'exploitation basée sur l'information brevet mais libre au Maroc. Cette plateforme a été lancée en marge de la première édition de la Journée nationale de l'industrie. C'est une initiative qui, en quelque sorte, répond aux objectifs du nouveau modèle de développement du Maroc visant à accélérer et renforcer quoi? Accélérer quoi et renforcer quoi? L'accès des investisseurs à la technologie, à la R&D et à l'innovation. Donc cette initiative, moi je pense, il ambitionne à rallier les acteurs de l'innovation autour de plusieurs opportunités, et notamment la commercialisation et l'octroi de licence des brevets détenus par les universités, les centres de recherche ou même les inventeurs, à surmonter les défis techniques industriels. C'est des problèmes que les industriels cherchent à résoudre en co-développement avec les centres de recherche ou universités, et booster l'investissement et les startups à travers la mise en place d'une banque de projets libres d'exploitation. Donc cette plateforme, qui est une plateforme interactive, digitale, elle est structurée sur 4 espaces. Le premier, c'est l'espace banque de projets, conçu sur l'information brevet. Aujourd'hui, cette banque comprend 50 projets avec des fiches techniques et des business models, sachant que l'information technique elle est à l'OMPIC. On va la partager que quand on trouve un investisseur sérieux, une start-up qui a les moyens de se lancer dans le projet. Le deuxième espace est un espace offre technologique. Il est dédié pour les universités, centres de recherche, les inventeurs, pour
exposer leur portefeuille brevet pour des éventuelles commercialisations ou octroi de licences. Le troisième espace, c'est l'espace besoins technologiques, c'est un espace dédié aux industriels pour exprimer leurs problèmes ou challenges techniques afin de chercher des experts ou des centres de recherche ou universités qui veulent collaborer avec eux pour surmonter ces challenges. Et le dernier espace, c'est l'espace collaboratif. C'est un espace intéressant dans le sens, il permet le partage des connaissances, il permet le partage d'expériences, il permet la mutualisation du matériel et surtout créer un réseau entre les acteurs de l'innovation au Maroc. J'aurais aimé, si je savais, j'aurais aimé vous faire une petite démonstration de cette IP Marketplace, mais on aura d'autres occasions pour le faire. Je vous invite tous à la découvrir et à l'utiliser. Ça a été conçu comme un outil pour surmonter cette difficulté qui est comment créer cette relation et ce pont entre le monde académique et le monde industriel. Sur ce, je reste à votre disposition pour des questions. Merci. Merci beaucoup, Mme Karima Farah. Et effectivement, on va tous tester la plateforme, parce que on parle intelligence artificielle, digitale. Si maintenant la plateforme est là, notamment pour la propriété intellectuelle, la création, protection de noms et tout ce que vous faites en présentiel, via le digital, ça va faciliter un petit peu la tâche aux porteurs de projets que nous accompagnons, entre autres. Nous passons à la présentation suivante et vous gardez vos questions s'il vous plaît jusqu'à la fin parce qu'on va animer le débat juste par la suite. Je vais prendre un autre pour ne pas dire de bêtises. Voilà. Donc avec nous sommes ravis de recevoir Mme Marté Imen, qui est docteur et experte en entrepreneuriat, accompagnement des PME et innovation. Elle est titulaire d'un doctorat en management et stratégie, d'un exécutif MBA des ponts et chaussées de Paris et d'un master en sciences et finances de l'Université d'Orléans. Elle a accumulé une grande expérience professionnelle dans plusieurs postes de responsabilité dans diverses banques au niveau national et international, des thématiques d'accompagnement technique et financier, des entreprises, d'animation des écosystèmes des chaînes de valeur et de mise en place des programmes internationaux d'open innovation. Et depuis 2021, elle occupe le poste de conseillère du ministre Younes Skouli au Bahsou, c'est ça? Je n'avais pas le troisième. Actuel ministre de l'inclusion économique et des petites entreprises, de l'emploi, des compétences du Royaume du Maroc. Elle a été nommée dernièrement directrice des prestations de l'entrepreneuriat à l'entrepreneuriat et la TPE au sein de l'ANAPEC pour déployer la stratégie ministérielle en matière d'inclusion économique et TPE sur le terrain. Docteur Imen Marté, le reste je ne vais pas le dire. C'est la vie privée, dans la CV, je le garde pour moi. Donc, elle est mère de 3 enfants. Comme ça, il n'y a pas de suspense, qu'est-ce que je les appelle. Bien. Elle a la fibre entrepreneuriale, c'est sûr. Le nombre d'entretiens qu'on a fait à l'université pour alimenter des publications dans le cadre de vos thèses, et débattant, en même temps elle était conseillère. Et elle aussi, comme tous nos invités, elle fait le maximum pour manager son agenda, pour être parmi nous dans les événements scientifiques. Et encore une fois, vous êtes remerciés. Et je vous invite de nous dire, parce qu'il y a beaucoup de belles surprises qui vous appellent dans le département entrepreneurial dans cette thématique. Donc je vous laisse la parole.
innovations qui portent le nom de Sa Majesté l'Ordre de l'Assiste, pour avoir lancé vraiment tout ce dispositif dans un temps record. Je pense que la première rencontre qu'on avait eue avec M. Tseni, elle date de quelques mois, et là, je vois que les choses ont pris et que l'écosystème du centre est bien enrichi. Comme vous, j'ai pas prévu de présentation, mais je vais essayer de faire, comme d'habitude, parler un petit peu du cœur et partager avec vous ce qu'on est en train d'élaborer, notamment avec des acteurs de choix comme le Centre de recherche et d'innovation QITIS. Alors, j'avais noté quelques talking points par rapport à la thématique, les enjeux de l'innovation et de la recherche. Je pense que l'un des principaux enjeux, c'est vraiment de résister dans un monde en tout cas globalisé, digitalisé, marqué par tout ce que nos collègues ont pu présenter. Et pour ce faire, je vais juste revenir peut-être très rapidement sur cette notion d'innovation qui renvoie vers l'accumulation en fait, des connaissances. Aujourd'hui, c'est tout un processus d'abord qui commence bien sûr dans la découverte des choses, c'est la recherche fondamentale. Ensuite, qui va à une phase un peu plus poussée pour appliquer cette recherche, c'est la recherche appliquée. Et là, on a effectivement des inventions. À ce stade, on n'est pas encore au stade d'innovation. C'est l'une des difficultés peut-être que nous rencontrons au Maroc, c'est comment faire passer justement ces inventions au stade d'innovation, puisque l'innovation, c'est quand on arrive effectivement à diffuser cette connaissance et la rendre un petit peu sous forme de produit ou de process qui est diffusé. Alors dans le monde, maintenant, il y a une quatrième phase qui ressort un petit peu dans toutes les recherches et théories, c'est la recherche impact. C'est-à-dire au-delà de la recherche appliquée et de l'innovation, la recherche impact, c'est quand on applique effectivement l'innovation à des thématiques d'impact, notamment des thématiques qui sont liées au Sustainable Development Goals, donc les 17 sphères établies par les Nations Unies. Voilà. Je pense qu'effectivement, aujourd'hui, notre pays est en bonne voie sur le sujet, grâce à différents acteurs comme l'ANPIC, comme des centres de recherche. On n'en a pas assez, mais on voit qu'il y a une belle dynamique qui se développe dans notre pays, avec une approche sectorielle. C'est pour ça que je pense que votre centre porte cette fibre sectorielle dans le domaine de la santé. Ce qui n'est pas vraiment évident. On a vraiment une cartographie d'intervenants qui traite un peu tous les secteurs. Or, on ne traite pas tout ce qui est environnemental, comme tout ce qui est santé, comme vraiment l'approche sectorielle. Je vous félicite pour ce choix, en tout cas pertinent. Alors, ce processus d'accumulation des connaissances, nous devons, je pense, peut-être réfléchir tous ensemble en mode collaboratif, en mode innovant à le développer, puisque l'innovation, elle renvoie effectivement à des stades, mais elle renvoie également à des approches de collaboration, à des approches d'innovation interne dans les structures, mais aussi d'open innovation quand on s'ouvre, quand l'entreprise ou la start-up ou même l'établissement public s'ouvre à son écosystème, à son environnement. Donc, je pense qu'on est en bonne marche. Il y a une très belle dynamique qui s'annonce. Je vais profiter peut-être juste pour partager avec vous quelques aspects de ce que nous sommes en train de développer. Donc, le ministère de l'inclusion économique, de la petite entreprise, de l'emploi et des compétences, c'est un nouveau ministère, une nouvelle architecture, on va dire, ministérielle dans la phase gouvernementale. Nous avons travaillé à peu près pendant un an à identifier les gaps qui existent effectivement dans cette cartographie d'acteurs. On a beaucoup de choses qui se font au Maroc, de très belles initiatives, mais de très beaux programmes portés par différents acteurs publics, privés, associatifs, des acteurs de la coopération internationale. Par contre, on
on a des gaps en matière de complémentarité pour mieux impacter. C'est ce qui limite peut-être les impacts. Quand on regarde un petit peu les bilans des initiatives, on pourrait faire mieux si on agit de manière complémentaire. Donc le choix que nous avons effectivement fait, c'est de travailler sur cette complémentarité, sur ces flux, pour vraiment renforcer en tout cas l'action publique, celle de l'ANAPEC, puisque c'est l'agence sous tutelle qui déploie les mesures incitatives à l'emploi et à l'entrepreneuriat pour le ministère. Voilà, donc on a commencé par une transformation interne de l'ANAPEC avec la création d'une nouvelle direction et d'une nouvelle ligne de métier qui va bien sûr du top management jusqu'au management intermédiaire, mais jusqu'au management intermédiaire aussi dans les régions, parce que l'entrepreneuriat, l'innovation, c'est aussi une affaire de région. Vraiment, beaucoup de choses se passent en région. Les dynamiques régionales avancent et puis ils renvoient effectivement vers des chaînes de valeur sectorielles. Le sud est connu par des secteurs, le nord est connu par d'autres secteurs et le centre est connu encore par tout ce qui est industriel et encore d'autres secteurs. Voilà, donc c'était juste un landscape rapide sur la thématique, ces enjeux. Pour finir, peut-être dire que les enjeux, c'est effectivement de pérenniser les structures, de les développer. Et puis j'ai pensé en fait Monsieur Tani sait que je m'inspire des citations et des livres. Pour ce panel, j'ai pensé à une phrase de Isaac Newton qui disait que si je vois plus loin que les autres, c'est parce que je suis portée par les épaules des géants, sur les épaules des géants. Et donc c'est ça, tout le génie de la connaissance et de l'accumulation du savoir. Et c'est sur ça qu'on devrait focuser, je pense. Voilà, merci beaucoup. Merci beaucoup, Madame Imen de Maté. Effectivement, on avait un panel assez riche. On a voyagé de New York à Paris, Casablanca, Rabat, en tous les cas. Et c'est vrai, à chaque fois qu'on assiste à cette thématique d'innovation, c'est l'occasion de rappeler la vraie définition de l'innovation, parce que lorsqu'on lit beaucoup d'articles, l'innovation n'est pas à sa juste valeur. Donc, on est dans l'enceinte universitaire, enceinte recherche, c'est à notre rôle d'accompagner. Il ne s'agit pas de brûler les étapes, mais de positionner son idée, son projet, et de l'accompagner jusqu'au bout, et ne pas passer à côté de l'essentiel. Lorsqu'il faut breveter, il faut se frotter à l'écosystème positif qui va faire profiter, d'où l'ouverture, d'où l'intérêt de cette journée. On ne voulait pas démarrer tout seul. On a fait ces 3 panels pour dire que ça fait à peine 5 mois que le centre a vu le jour, et au Maroc, en tout cas à l'université, et je remercie M. Talbi qui est avec nous, qui est mon doyen, mon président, et qui était fervent de l'entrepreneuriat depuis 2011. Et on a parlé longtemps de mindset, mais aujourd'hui, peut-être qu'il faut passer à une vitesse supérieure. Les jeunes ont le droit de dire que c'est plus qu'un jeu. On peut innover, on peut créer, on peut... bon, j'ai bien aimé aussi le schéma donné par Marc de dire il faut prendre la locomotive vers la start-up et marquer des temps d'arrêt quand il s'agit de valider des étapes qui sont vraiment importantes. Donc, mille merci à vous tous, et même si l'heure est un peu compliquée, ceux qui ont bien suivi le cours, j'aimerais bien avoir votre feedback et profiter de la présence de nos éminents panélistes pour poser vos questions. Je remercie notre ami Smani, lui 100% de son ADN et innovation, donc pas besoin d'aller chercher, on fait un zoom, il dort avec ça, il dort avec ça, et mille merci à vous aussi d'être parmi nous. Donc c'est le directeur général de R&D Maroc, et depuis, je compte plus les années, depuis quand il fait la promotion de l'innovation et de la recherche et développement au Maroc, et il le fait très bien. Des questions?
Et je vois des mains qui se lèvent. Donc, à votre permission, on commence avec M. Slimani. Et quand on sera nécessaire, on arrêtera, on commence à répondre. Ça vous va comme ça? D'accord? Le temps que vous oubliez les premières questions, on commence à répondre. Voilà. Monsieur Slimani. Merci beaucoup. Oui. Merci beaucoup, Ernest. Moi, je voulais dire d'abord un remerciement aux excellents exposés des panélistes que vous avez pu mobiliser aujourd'hui. Le domaine que nous traitons aujourd'hui est un domaine prioritaire pour le pays, le domaine de la santé. Si nous réussissons à faire en sorte que dans ce domaine, on puisse baliser le chemin depuis l'idéation jusqu'à la mise sur le marché des technologies dans le domaine de la santé, je crois que pour tout le reste des autres domaines prioritaires, ça sera facilité parce que c'est le secteur le plus complexe, le plus compliqué parce qu'il touche à l'homme, il touche à la santé, il est réglementé, il est compétitif. Donc merci de commencer la réflexion par quelque chose d'assez compliqué, de faire la démonstration par quelque chose d'assez compliqué, tant sur le plan de l'organisation que sur le plan de la démarche, etc. Le transfert de technologie est quelque chose de très complexe. Vous l'avez tous montré, vraiment très complexe, parce que, et vous l'avez souligné, il nécessite un écosystème particulier, très complexe, et qu'on ne peut pas copier. On ne peut pas copier la Silicon Valley, copier ceci, c'est un écosystème qu'il faut construire en fonction des données socio-économiques de chacun des pays. Donc, on est en train de faire quelque chose dans ce domaine. Je pense que c'est parce qu'aller de l'idée au marché, il faut d'abord que ce soit quelque chose de compris et de bien admis par tout le monde. L'idée issue de la recherche en général, mais pas forcément. Mais il faut aller jusqu'au marché, et le marché, c'est compliqué. Donc il y a des actions à faire au niveau de la recherche pour faire quelque chose. Il y a des actions à faire en bout de chaîne au niveau du marché. Il y a des acteurs de marché. On parlait des acteurs de marché, des investisseurs publics, des investisseurs privés, des investisseurs nationaux, des investisseurs internationaux. Et puis, un point important est joué par la propriété. On est dans un domaine de la connaissance. Aujourd'hui, la connaissance, quelle est une valeur, il faut qu'on sache qui l'a produite et qui en est propriétaire. Et le brevet est quelque chose d'essentiel. Il y a quelques années, quand le Maroc a mis en place cette pierre indispensable de l'écosystème, c'est-à-dire l'Office marocain de l'industrie réglementaire, les gens ne comprenaient pas. On ne connaît pas l'importance du système. Aujourd'hui, on comprend le rôle fondamental de cet organisme, parce qu'il permet de faire des transactions à ce moment-là. Le licensing dont vous avez parlé, etc., ne peut pas se faire si on n'a pas identifié un propriétaire avec lequel négocier pour la sécurité de l'investissement, ou bien pour la sécurité de l'investissement. Donc c'est un peu ces éléments que je voulais mettre en valeur. Vous avez tous parlé de l'accompagnement, de la nécessité, le financement, le marché. Alors aujourd'hui, je voulais parler de quelque chose de peut-être une expérience qu'a vécue ces 4 dernières années, qui a permis de commencer à structurer un peu cette stratégie ou cette politique de transfert de valorisation des résultats de la recherche ou de création de start-up. Sur le fond, Innovinvest, qui a été pensé sur la question de ça de l'Europe. Je crois qu'il ne faut pas minimiser l'importance de cette expérience pilote. Elle est fondamentale, parce qu'elle a permis de mettre en évidence, d'abord de faire des expériences sur le terrain, avec 450 à 500 startups accompagnés, c'est important. Donc il y a énormément d'enseignements qui ont été tirés de cette expérience à tous les niveaux. Et aujourd'hui,
un nouveau fonds doit être mis en place, probablement à partir du mois de juillet prochain, pour pouvoir faire un nouveau saut qualitatif continu. Et on a vraiment besoin de cette vision au niveau national, d'un pilote au niveau national, qui nous permet de tous tirer ensemble dans la même direction et d'avoir un financement et un accompagnement équilibré. Mais on a besoin aussi de structures comme celle dans laquelle nous sommes aujourd'hui, de l'université du Centre de recherche et d'innovation dans le domaine de la santé, qui n'a pas des entraves administratives qui sont liées aux universités marocaines. Donc, et là, déjà, on va montrer comment on peut marcher, comment on peut courir sans avoir ces entraves administratives et financières. Et c'est un pas, et c'est vraiment un vrai pas de jeu. Je vous remercie. Merci. Merci. Professeur Tanal, Université Hassan de Casablanca, faculté des sciences musiques et en même temps coordonnateur d'un centre d'appui à l'innovation technologique qui fait partie d'un réseau créé par l'ONU. Je voudrais remercier Sextel de nous avoir invités aujourd'hui et en même temps profiter du panel présent pour poser des questions parce que le transfert technologique, c'est un problème universel. Ce n'est pas uniquement au Maroc. J'étais à une académie, l'Académie mondiale de la propriété intellectuelle à Washington. Il y avait un éminent intervenant de la NASA. La NASA dépose en moyenne à l'époque 300 brevets par an. Et je lui ai posé la question sur les 300 brevets, combien ils sont transférés au monde industriel, à peine un tiers des brevets déposés par la NASA. Ça, c'est la NASA avec tous les moyens qu'ils ont. Donc, ils ont un problème de transfert technologique. Donc, bien sûr, à innover. Donc, le IP Market, c'est une très bonne idée. J'ai même mis quelques projets. Et je voudrais poser la question aux éminents intervenants, M. Chevalier, M. Choukri, sur les meilleures pratiques, les best practices en termes de transfert technologique et du success story que vous avez peut-être réalisé dans vos projets. Merci. En fait c'est un point essentiel que vous soulevez, c'est finalement pourquoi on dépose des brevets. La première question qu'on se pose, généralement, c'est parce qu'on pense qu'on a quelque chose qui est nouveau et qui nécessite de déposer un brevet. Et dans la réflexion des chercheurs, souvent, ça correspond à une publication, c'est-à-dire qu'on dépose le brevet, on a quelque chose de nouveau, et puis après, c'est plus l'histoire du chercheur. C'est l'histoire de la structure qui est propriétaire du brevet, qui doit s'occuper de le transférer dans les meilleures conditions. Aujourd'hui, on ne réfléchit pas assez, et quand je dis on, c'est un phénomène assez répandu, sur finalement l'attraction économique associée à cette chose nouvelle. Et on se rend compte que finalement on a beaucoup plus de facilité à transférer des objets, des nouveautés qui correspondent à un besoin économique de marché, plutôt qu'à quelque chose qui est défini comme nouveau. Donc demain, si vous allez voir un cabinet de brevet, on va essentiellement travailler sur la nouveauté, ils vont éventuellement essayer de trouver des données de marché qui vont permettre de dire, bah, oui, il y a un potentiel à pouvoir le transférer, mais on ne va pas mettre en priorité en fait, cet aspect de transfert. Et vu les coûts associés au dépôt de brevet, vu les efforts à faire pour éventuellement travailler sur la maturation du brevet, puisque la publication n'est pas une fin en soi, derrière il faut continuer à travailler dessus, sinon le brevet a peu de valeur, notamment vis-à-vis d'industriels qui récupèrent des brevets qui ont été développés dans un monde académique. Et donc, la recommandation que j'aurais, et d'autant plus aussi pour répondre à votre commentaire sur cette idée que l'avantage du CM6 aujourd'hui, c'est de partir de quelque chose de nouveau, c'est réellement de se mettre dans les meilleures dispositions pour pouvoir à la fois construire l'écosystème pertinent autour de lui
pour construire toute cette logique associée à ses besoins et essayer de faire en sorte que ce soit quelque chose qui ne soit pas dilué un peu partout chez les différents acteurs, mais que c'est quelque chose qui soit concentré. Quand on parle d'investissement, par exemple, c'est les comités mixtes d'investissement qui permettent à chacun d'apporter son expertise pour dire voilà, moi pourquoi j'investirais, moi pourquoi je pense que c'est un bon projet, pourquoi nous on pense que c'est un beau potentiel en termes d'accompagnement à faire grandir ce porteur de projet. Mais pour revenir justement à cette notion-là, c'est aussi de se mettre dans les meilleures configurations pour décider de la stratégie brevet. Et stratégie brevet qui ne doit pas s'appuyer simplement sur la nouveauté. On a, et je vais faire attention à ce que je dis, quelques structures en France qui se sont appuyées essentiellement sur la nouveauté, en essayant, puisque c'était les indicateurs utilisés par les organisations internationales, d'augmenter le nombre de brevets. Mais à la fin, c'est un peu frustrant si on se retrouve avec tout un catalogue de brevets où il n'y a aucun potentiel économique derrière, parce que finalement, c'est des molécules qui ne sont pas transférables, c'est des molécules où il n'y a pas de marché, c'est des procédés qui ne sont pas suffisamment avancés pour qu'un industriel s'y intéresse et puisse l'exploiter derrière, et potentiellement, il n'y a personne qui se voit le potentiel de créer une start-up à partir de ce brevet-là. Donc, toute la question, c'est de se dire, si l'indicateur principal c'est de créer des startups, c'est de se dire est-ce que si on dépose le brevet, on a réellement un potentiel à créer des startups et est-ce qu'il y a un potentiel marché derrière? Si l'ambition c'est de le transférer à un industriel, c'est de se poser la question un peu comme je le disais, c'est est-ce qu'il y a un industriel qui est intéressé? Et je pense que sa stratégie est bonne. D'abord en allant voir les industriels, en leur demandant finalement quel est leur besoin, en travaillant sur ce besoin-là et en leur apportant finalement les clés pour qu'ils puissent développer de façon industrielle ce besoin. Et donc, il y aura forcément une pression nationale sur cette idée d'augmenter le nombre de brevets, puisque c'est l'indicateur. Et je pense que pour des structures qui ont besoin d'investir sur le dépôt de brevets, avant tout, l'enjeu c'est de savoir quel est le ratio de brevets qu'on sera susceptible de pouvoir transférer. Et donc, bien sûr, le 100%, je dirais que c'est presque impossible, mais il faut arriver à ce que finalement, il y ait une plus grande proportion, une majorité des brevets qu'on dépose qui soient transférés, plutôt que de s'acharner à vouloir montrer qu'on est innovant grâce au nombre de brevets, mais finalement on n'arrive jamais réellement à prouver cette innovation, puisque ces technologies-là ou ces procédés n'arrivent jamais sur le marché. Et je vais parler en I really want to piggyback on what he said because it's very important. I think the right way to look at it, even NASA probably is doing it wrong. In a sense, you have to consider that you have two players, the inventor and you have the institution, whether it is NASA or university or a company. The problem is the inventor does not have the skill set to know everything. And that's where you want that university or institution to do the necessary research. So you're receiving a lot of offers or ideas, but you're there to maybe do the market analysis, to estimate the cost of the study, to identify those potential partners. So by doing so, you allow the inventor to be an inventor, right? And so they don't distract themselves doing other stuff, trying to knock at everyone's door, going to talk to a banker, and they don't know what to say, because they don't have the language of a banker, or they go to an attorney and they don't know what to say. You want those institutions to provide the necessary infrastructure so that the inventors can say, okay, I have this idea, here is the support, and I have done some limited due diligence, but the institutions can go and say, we are going to do the necessary due diligence before they decide whether this is worth the investment to protect that IP. And often that's not happening. So I can tell you from example, I'm in an Ivy League school, considered top university in the world, etc. To determine whether what I have actually has a value. And the second thing is I make sure that my lab members never talk about it in public. That we never publish it before it's disclosed to the TTO office. These are very critical stuff, but it cannot be done by the inventor alone. What you also want to avoid, and I just need my last word,
is if the inventor is frustrated, they will give up and no longer filing any IPs. And that's the worst. Because the reality is inventors sharpen their skills. They submit the first one, which is not great, second one, which is better, third one, which is great. But if they are frustrated at the beginning, they will never deliver that one that's perfect. So I would say it's really a dance, a tango between the inventor and the institution. And maybe you can add more to this. Yeah, please. Merci. Je veux juste ajouter une chose, c'est que l'innovation est vraiment imprévisible. D'après mon expérience, soit au Maroc ou à travers nos partenaires, il y a certaines innovations qui ont abouti à un brevet. On dit waouh, nous, en tant qu'examinateur brevet, mais malheureusement, ce brevet ne va jamais aller au marché. Par contre, une petite innovation, une petite amélioration peut créer vraiment, aller au marché et créer vraiment la surprise. Donc, en se basant de ça, un inventeur ne peut pas savoir est-ce que sans une invention, sans innovation, il aura un succès dans le marché. Moi, le conseil que je donne, c'est qu'il faut commencer par protéger d'abord, parce que la protection pour le dépôt de la demande ou le premier annuité pour maintenir un brevet ne coûte absolument rien. Ce qui coûte, c'est les annuités, c'est le paiement des annuités après la 8e année, parce qu'après 8 ans, on dit que l'inventeur qui a commencé pour maintenir son brevet, c'est qu'il a trouvé quelque chose à faire avec, soit il le commercialise, soit il a vendu la licence. C'est là où il devient un peu le brevet, la charge du brevet devient lourde. Moi, le conseil, à titre, je partage avec vous une anecdote que j'ai vécue avec mon ami Nadia, la directrice du Technoparc. Il a reçu, on était ensemble, il a reçu une délégation israélienne qui cherchait des startups à financer et à coopérer. Et il a commencé à parler des projets. Est-ce que le projet X, il a un brevet? Non. Est-ce qu'il a un brevet? Est-ce qu'il a une demande? Non. On ne peut rien faire avec un projet qui n'est pas protégé. Là, il est là, il peut témoigner de ça. Et aussi, une autre chose, moi, qu'est-ce que je dis? Dès qu'on a, bien sûr, c'est pourquoi nous, on essaie de créer ces offices de transfert de technologie pour accompagner, pour étudier de l'idée. D'ailleurs, moi, je pense que la paix industrielle et intellectuelle doit être le long du trajet du projet, en amont, en cours et en aval. Il doit être là. Et c'est des offices qui doivent conseiller l'inventeur, est-ce que son idée est brevetable ou non. Mais dès qu'il trouve quelque chose de brevetable, il ne faut pas hésiter à la déposer. Parce que s'il est divulgué, bon, ça appartient à monsieur tout le monde. Donc, mais au moins, s'il est protégé, par la suite, il peut décider à la laisser à tout le monde. Mais si l'opportunité se présente, il a déjà un droit qu'il peut négocier. Ça, c'est le premier élément que je veux. Et le deuxième, c'est que les universités, les centres de recherche marocains, ils veulent rapidement vendre, ils ont un brevet, ils veulent rapidement trouver vers qui ils vont vendre leur brevet. Non, d'après la moyenne, c'est au niveau d'une étude qui a été faite au niveau international, c'est un brevet sur lui qui peut aller au marché qui va être vendu. Et ça représente le retour sur l'investissement sur toute la recherche R&D pour une structure. Donc souvent, moi, quand je parle avec certaines présidents d'université, je me dis, moi, cette année, j'ai déposé 4-5 brevets, je n'ai pas encore commercialisé un seul brevet. Qu'est-ce qu'on va faire avec 4-5 brevets? Il faut un grade de brevet. Il faut quand même, et quand on va proposer une solution, il faut une solution un peu complète, pas une partie d'une solution. Voilà, il faut de la patience. Moi, je pense qu'il faut de la patience. Il faut rôder le système. Déjà, il faut qu'on s'exerce. Il faut commencer à... On ne sait même pas ce que c'est qu'un brevet. On ne sait pas comment rédiger un brevet. Il y a beaucoup de choses à faire. Et en parallèle, on doit parce qu'on doit brûler les étapes qui gagnent du temps et compiler sur l'expérience des autres. Donc, on peut protéger et aller vers la commercialisation. C'est légitime. Mais si on ne commercialise pas, ça ne veut pas dire que c'est la fin du monde, parce qu'il ne faut pas s'attendre que dès qu'on dépose le brevet, on va trouver de même le marché. Donc ça ne se passe pas comme ça. Bonjour. On reprend une question là, une question ici. Présentez-vous s'il vous plaît. Bonjour. Je suis Dr Louk Nabrik. Je suis chirurgien dentiste.
Et cette année, je suis retournée à l'université, donc je suis doctorante après de nombreuses années. Je suis ravie d'être là aujourd'hui. Alors, j'ai une question en fait, parce que c'est vraiment très très intéressant aujourd'hui, parce que en fait, on est dans un panel très, très diversifié entre le modèle américain où on voit que l'innovation et l'industrie sont très liées, ou parfois peut-être on se pose la question inverse, ou peut-être que parfois la recherche est un peu orientée par l'industrie. On a tous vu beaucoup de films de personnes qui ont eu leurs idées prises par Google Earth, entre autres. Le modèle français où on se pose la question de retourner pour garder ses idées, pouvoir faire profiter l'industrie française, et le modèle marocain où effectivement on en est au début. Alors moi, ma question, c'est qu'est-ce qui est fait au Maroc pour que les entreprises marocaines investissent dans la recherche? Parce qu'on a un tout petit exemple qui n'est pas dans le domaine de la recherche mais de l'enseignement, où par exemple l'OCP a investi dans le lycée d'excellence de Bélib, dont on a vu des résultats exceptionnels. Et je me demande ce qui est fait pour encourager les entreprises marocaines à investir dans la recherche. Ça, c'est ma première question. Et deuxième question, le lien entre ces entreprises et le côté universitaire, comme a dit le professeur Benlamoun, pour que justement le chercheur puisse chercher dans de bonnes conditions. Le nerf de la guerre, c'est l'argent. Et plutôt que de passer son temps à devoir chercher, comment est-ce qu'on peut faciliter les choses? Visiblement, c'est ce que cherche à faire votre structure. Et en fait, est-ce qu'il ne manque pas un quatrième acteur de planification? Voilà. La question, c'est un micro devant, s'il vous plaît. Oui, bonjour tout le monde. C'est Ali Bono de l'Université Eurométropolis. Franchement, il ne faut pas qu'on éternise ce débat-là de brevets ou transfert technologique et tout ça. Le Maroc, il a fait un chemin dans ça et le professeur Snani et les collègues, ils ont participé dans ça. Mais moi, avec le recul, je me pose la question sur le business model du Maroc. C'est-à-dire qu'il faut qu'on établisse une espèce de business model. Comment nous voulons faire ce transfert technologique? Parce qu'il y a le modèle américain qui a donné ses résultats. Et on connaît les résultats. C'est un business model déjà très agressif vis-à-vis de la mise en place du start-up et de la commercialisation. Et le professeur Mamoun présentait tout à l'heure un médicament, ça a l'air très facile, mais quand on voit ça, et on voit que le médicament demain matin il va être vendu, mais on oublie qu'il y a au-delà de 100 millions de dollars qui investit, il y a tout un travail très 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 dur. Et le Maroc, je ne sais pas, est-ce que ça serait la possibilité de se positionner vers ces thématiques-là qui sont lourdes. Mais je me pose la question aussi au niveau, parce que nous avons deux expériences que je vais raconter rapidement, parce que ça démontre d'une certaine manière ce que je vais dire. Est-ce que peut-être les devices dans le domaine de la santé, c'est beaucoup plus facile, beaucoup plus rapide sur le marché, tout en gardant aussi à l'esprit des médicaments, parce que pendant la période de Covid, à l'université, nous avons identifié une nouvelle molécule qui est capable d'inhiber le SARS-CoV à 98%. Maintenant, si on veut partir avec ce médicament, ce potentiel médicament dans le marché, il faut se lever très tôt et quels sont les instruments autour et pour y aller de l'avant. On a besoin obligatoirement de partenaires à l'international et des grosses firmes, et qui investissent et qui croient et tout ça. Donc ce qui me lie directement avec ce que dit Madame Farah, c'est par rapport au brevet. Aujourd'hui, on n'a pas le choix, il faut passer par ça. C'est un indicateur, aujourd'hui on est bien classé,
numéro 2 au MENA, numéro 22 mondial, numéro 1 en Afrique. En termes de brevets, il faut continuer. Je pense que tout ce travail a été fait, il faut continuer. Deuxième élément, le Global Innovation, que vous avez dit tout à l'heure, Mme Farah, que nous avons fait une avancée. Et cette avancée, il faut aspirer probablement à la place 30 ou à la place 40 pour qu'on puisse aller de l'avant. Maintenant, cet élément-là, je pense que le business model marocain, il va être typiquement marocain. Nous avons fait une expérience d'impression 3D, nous avons construit, nous avons fait de l'ingénierie. Et aujourd'hui, nous sommes en train de faire des pré-séries de machines impression 3D qu'on peut vendre. Ça, c'était fait. Nous avons, j'ai vu un collègue tunisien qui avait des outils, devices médicaux, et qui sont aujourd'hui sur le marché. Mais nous avons des molécules qui sont là et qui sont potentielles, mais il n'y a personne qui va chercher à avancer ces éléments-là. Donc je me pose la question, surtout pour le professeur Choucair, qu'est-ce que vous en pensez pour ces deux éléments? Je vais essayer de répondre aux deux questions, because they are quite related to each other. So I would say that you gave the example of medical device. It's actually a very crowded field. I serve as a mentor to startup founders. Oh, sorry. Yeah, I was just saying that medical devices is a really good path and could be done. It's quite crowded, and also, if it's easy, a lot of people will do it. So I spend a lot of time thinking about the questions that you asked. How can Morocco place itself in a way that it can actually ride the wave? Okay, because there are these big movers, US, China now, it's huge. And other countries, Malaysia, South Korea, others are doing what I think when I spend a lot of time thinking about this, I see partnerships. Partnerships with either large pharma or other industries. But the question is, what's the incentive for large pharma to come here, or large CROs to come to this country and do it and partner with you, so that they know that you will be delivering new products, whether it's new medicines or new. And that's the question, that's the real question. What are the criteria for, I know personally, very successful CEOs, very large companies. They love Morocco, but they think twice before coming to Morocco, because there are some criteria in business that we don't follow here in this country. And I was actually writing earlier a note that's very important to keep in mind. And I think I belabored this issue when I came in January, and that is, you might have a very good view of yourself, but you have no idea how the others view you. That's very important to keep in mind. In some cases, when I talk to my colleagues, they think they are perfect. And 2020, when I talk to my other colleagues on the other side, they're zero. Because when they came here to talk to people, they were actually interviewing people, but people did not know that they were being interviewed. They didn't show up on time. The meeting didn't start on time. They were not very serious during the discussions. So these are very important criteria. And if they are going to be investing $100 million in opening a CRO or company, you want to be working with very serious people. So I think, in my opinion, the one thing that could make a huge difference in Morocco is with all these initiatives need to build other criteria like personal conduct, etc., and try to establish strong partnerships. Once you have that infrastructure in place, then a lot of Moroccans will see that there is possibility. Another point I want to highlight to answer your question, and I will stop. I know my colleagues probably have other points to highlight, and that's citizenship. It's not just industries investing, that's actually citizens themselves. There are wealthy people in Morocco who would want to actually do that. And I'd like to highlight this because some of you might not know, but there is Yale, for example, has an endowment. I don't know how many people know what an endowment is. And that endowment is close to $34 billion. And in fact, that money comes from students who gave back to the university.
and who became successful, and they gave back to the university to sponsor them. And that's the part that I feel is not here in Morocco. So we need to be encouraging and inviting those successful entrepreneurs, Moroccan entrepreneurs, because the reality is, we were just in a meeting in Marrakesh about cancer. All of us, one day or another, will have family members affected, including the rich people. And they would want to invest in research in cancer. They would want to invest in research in COVID, etc. And that's really an uncapitalized opportunity here in Morocco. So really to engage those people. So instead of feeling, oh, I don't want people to know that I'm rich, but rather they want to know that they're actually people who care about the country and want to give back and want to participate in the entrepreneurship process. So I would say partnerships and citizenship maybe will help. Par rapport au programme de soutien, alors à ma connaissance, il y a un programme qui est Taqware R&D, qui est porté par le ministère de l'Industrie mais qui concerne plus le secteur industriel. Je crois qu'il y a une enveloppe globale de 300 millions de dirhams. Après, il y a effectivement des fonds privés, comme effectivement le modèle OCP à travers l'université et le modèle unique. Je pense que si toutes les corporations investissaient dans ce type d'écosystème, je veux dire, entre la sphère privée, la sphère académique, on est vraiment sur ce domaine. Maintenant, c'est vrai que c'est aussi un sujet de leadership politique collectif. Parce qu'il y a des secteurs, les ministères qui portent chacun un périmètre donné. Il y a aussi des groupes universitaires qui doivent jouer un rôle en matière de complémentarité. Donc je pense effectivement il y a peut-être un concept de réflexion collective apportée sur la création de fonds qui peuvent alimenter un certain nombre de secteurs, de ministères, pour soutenir la recherche au sein des entreprises. Par exemple, le modèle français, je sais qu'effectivement, il y a une loi, un fonds qui alimente les entreprises qui veulent investir dans la recherche et le développement. Il y a même des profils d'experts que les entreprises cherchent pour monter leur dossier et pouvoir poser leur candidature pour bénéficier de ce fonds. Je pense que c'est ça, c'est porté par les pays. Voilà. C'est vrai qu'au Maroc, à part moi, le fonds, je partage avec vous, qui est lié à l'industrie, le modèle conceptif, pour répondre à madame, c'est le centre système. Pour répondre, madame tout à l'heure, elle a dit que l'argent c'est le nerf de la guerre. Pas tout seul, je dis le savoir plutôt. Parce que vraiment, madame, il a parlé d'un fonds de recherche, car c'est le ministère, effectivement, on est partenaire avec eux. On peut le construire, c'est un projet intéressant. Le Maroc n'a pas besoin d'un seul produit, on a besoin de beaucoup de produits de financement pour y arriver. Moi, je pense que le classement de 98 places montre qu'il y a des améliorations à faire pour travailler la relation entre l'université et l'entreprise. Il n'y a pas que l'argent, il faut qu'on trouve un terrain sur lequel on doit travailler ensemble pour travailler sur des problématiques, sur les besoins du marché, pour qu'on puisse trouver par la suite une ébauche à ces produits. Moi je dis qu'il n'y a pas beaucoup d'incitations fiscales. En France, on trouve le crédit d'impôt. Voilà, le crédit d'impôt, c'est ce même dont on parlait. Et d'ailleurs, c'est un militant, il a beaucoup milité, je sais qu'il a vu beaucoup de ministres, il a fait beaucoup de fiches pour parler des incitations fiscales pour l'entreprise, pour la pousser à aller investir sur la R&D. Donc il n'y a pas beaucoup d'incitations fiscales, il y a des fonds de l'État, pas suffisants. Donc moi je trouve qu'il faut travailler sur ces aspects d'incitation fiscale. Merci.
Merci beaucoup. Un sujet très passionnant, mais c'est l'heure d'aller manger. Donc, Avant manger, ça se mérite, moi. Non, non, non. Avant d'aller manger, il faut capitaliser. Et aujourd'hui, franchement, on est très content de ce panel. C'est pas parce qu'on les a invités, mais il y a l'intérêt de part et d'autre, et on se dit, on a toujours un maillon fort et un maillon faible. Et l'innovation ne date pas d'aujourd'hui. On a la chance d'avoir une diaspora marocaine qui est disponible. La vérité, à chaque fois qu'on le sollicite, il répond avant qu'on envoie la question. Je ne sais pas comment il fait, mais il est disponible à toutes les heures. J'ai les témoins ici qui sont confirmés. On peut l'applaudir. Et quand même, il a envie de rendre hommage à son pays. Et c'est pour ça qu'il le fait dignement. On a un partenaire comme Marc Chevalier qui était là dans les premiers pas de notre centre et qui est toujours disponible. On réfléchit à voix haute. On a l'Olympique, on a le réseau entrepreneurial à la PEC, le ministère de l'Inclusion. Il faut qu'on décide ensemble si on ne peut pas mettre en place un consortium de veille sur l'innovation où le 126 peut en profiter, sachant que le flux de doctorants, de chercheurs passe et l'avenir va nous donner encore plus sur le plateau de projets innovants sur ces bords. Et on a la chance d'avoir des experts innovants. Je pense on peut sortir au moins avec cette idée. Qu'est-ce que tu en penses, Chevalier? En français, la réponse. Comme ça que tout le monde a compris. Voilà, exactement. Donc c'était pour justement capitaliser une discussion qui était très riche. C'est l'objectif de ce panel. D'ailleurs, on ne s'est pas tous fait prier pour monter ce panel. On travaille déjà ensemble. Il est temps de dire, avec cette connotation, où on a ce montage qui est un peu original, parce que non seulement il y a le CM6 avec ce reporting, mais ils auront tous droit à une panoplie de laboratoire de points pour pouvoir in situ trouver des choses. Ça serait dommage que l'innovation ne soit pas de là. D'accord? Voilà. Maintenant que le François a dit, alors,